Salut à tous. Aujourd'hui, préparez-vous à entendre une vérité qui dérange. Alors que l'Europe et la Méditerranée s'embrasent, Juan Branco nous lance un cri d'alarme depuis Lausanne. La France est devenue une oligarchie en phase terminale. Nos élites, rongées par une perversion psychique, nous entraînent vers la guerre pendant qu'elles pillent l'État. Le système, un cercle parfait. La fortune achète l'influence politique qui ouvre les coffres de l'État pour générer encore plus de richesse et de pouvoir. Drahi, Bouygues, Niel, Arnault ont bâti leurs empires sur des faveurs d'État et de la corruption. Leur arme ultime, le contrôle total de l'information. La presse fabrique un consensus artificiel pour nous retirer notre pouvoir de décider. Ces milliardaires dépensent des fortunes pour qu'on n'enquête jamais sur eux. Face aux crises sociales, leur stratégie est double, violence interne ou projeter cette violence vers l'extérieur. Ukraine, Algérie, Niger, tout est bon pour manipuler l'opinion publique. C'est le cynisme absolu, la phase terminale de la société du spectacle. Comment résister? Juan Branco appelle à des ruptures radicales, référendum d'initiative citoyenne, mandat révocatoire et surtout s'organiser. La vérité est l'arme de ceux qui n'ont rien face à des dirigeants qui prospèrent sur le mensonge. Son message est cristallin. Ce n'est plus une question d'idées, c'est une question de survie. Pour nous, pour nos enfants. Si l'on ne s'organise pas rapidement, ce sera la mort. Écoutez attentivement. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Je suis très touché de votre présence. Un moment qui me semble particulièrement important pour la France, où nos élites en perdition cherchent à nous menacer, non plus seulement par le pillage et la prédation comme elles l'ont fait ces dernières années, mais de plus en plus à travers un bruit sourd qui est celui de la guerre et de la conflictualité entre États. On l'a vu, elle s'approche en Europe de l'Est. On voit les tensions monter aussi en Méditerranée. On a vu aujourd'hui un ministre de l'Intérieur français arborer des lunettes de soleil comme de nombreux dictateurs l'avaient fait dans les juntes latino-américaines, dans un clin d'œil évident à ces régimes passés, dans le but de provoquer, évidemment, dans le but de faire peur, d'intimider, de marquer et de façon générale d'instrumentaliser les opinions publiques à des fins qui sont non seulement d'accaparement du pouvoir, mais également, à mon sens, d'expression d'une forme de perversion psychique qui commence à s'installer au sein de notre élite dirigeante. J'ai eu la chance ou la malchance de grandir parmi eux, d'être formé à leur côté, de les connaître pour beaucoup intimement, de ne pas avoir d'inhibition à leur égard et d'avoir une connaissance précise de leur mode de fonctionnement, à la fois intellectuel que humain, et d'avoir la certitude que ces gens nous mènent dans le mur, nous menacent sincèrement et sont prêts à tout pour demeurer au pouvoir et préserver leurs intérêts. Alors c'est une certitude qui s'inscrit évidemment aussi dans les luttes et les engagements dont Maxime Nicole vient de rappeler une partie, et je le remercie d'avoir tenté de raviver la mémoire d'un mouvement qui a été écrasé dans la violence et par le stigmate. Je pense que c'est un terme qui est extraordinairement important, surtout par rapport au thème de notre conférence, la question de la survie en oligarchie, qui appelle peut-être d'abord à définir en quelques mots ce qu'est une oligarchie et pourquoi il est à mon sens évident que la France est un système oligarchique. L'oligarchie, à mon sens, correspond à un système dans lequel un certain nombre de personnes font usage des moyens dont ils disposent, de leur fortune, pour acheter des instruments de propagande, des organes de presse qui, à leur tour, vont leur permettre d'influencer le comportement d'hommes politiques et femmes politiques qui, à leur tour, vont leur donner accès à des ressources d'État. Donc en fait, c'est un système circulaire dans lequel vous devenez riche en achetant votre influence auprès des dirigeants qui eux-mêmes ont une autorité sur l'État, État qui va vous permettre d'accumuler des ressources et de devenir de plus en plus riche et de plus en plus puissant. Elles sont rares en France aujourd'hui, les fortunes qui ne viennent pas directement ou indirectement de l'État. Il y a évidemment, par exemple, les oligarques qui sont liés aux télécoms. Des gens comme Xavier Niel, comme Patrick Drahi, comme Martin Bouygues, dont la fortune a été faite en obtenant l'autorisation par l'État
d'opérer dans un système oligopolistique, c'est-à-dire où le nombre d'acteurs économiques est très réduit, en l'occurrence les télécoms. Il y a 4 opérateurs téléphoniques en France, longtemps il n'y en a eu que 3, et longtemps auparavant il n'y en avait qu'un, qui était un acteur national, étatique, qui nous appartenait à tous. Et pour des raisons idéologiques et de corruption, on a décidé d'ouvrir à la concurrence ce qui n'était pas un marché, ce qui était un service public, et de le transformer en bien privé. Quand vous êtes 3 ou 4 acteurs qui contrôlez l'accès à un service qui est essentiel pour l'ensemble de la population, les conséquences sont évidentes. Vous allez vous entendre entre vous pour vous assurer de faire des marges et un profit qui vont vous garantir le fait de devenir millionnaire, voire milliardaire. Cet argent-là, il va être tiré sur un pool de consommateurs qui est l'ensemble de la population. Parce qu'il est impossible aujourd'hui de vivre sans accès à Internet, sans accès à la téléphonie mobile. Et donc l'État a la possibilité de décider qui peut participer à ce marché, à ce secteur. Et donc, évidemment, vous allez tout faire pour vous assurer que l'État vous offre cette rente qui va vous permettre d'accumuler des centaines de millions d'euros, des milliards. Et la meilleure façon de le faire, dans un système représentatif que l'on dit démocratique, comme l'est celui de la France, eh bien c'est tout simplement l'information, le contrôle sur l'information. Parce que quand vous votez, ce qui est votre seul pouvoir lorsque vous êtes un citoyen dans un système dit démocratique, votre vote va avoir de la valeur que s'il est bien informé. Si on arrive à vous faire croire qu'un individu a toutes les qualités du monde alors qu'il n'en a aucune, qu'un programme politique va servir vos intérêts alors qu'il ne va servir que les intérêts de quelques-uns, on vous retire le pouvoir qui est le vôtre, de décider de façon éclairée et consensuelle de votre destin et du destin de la collectivité. On vous empêche de devenir citoyen. C'est exactement ce que ces oligarques ont décidé de faire en s'accaparant la quasi-totalité de la presse française, qui d'une part est extraordinairement subventionnée, donc dépendante de décisions prises par les dirigeants politiques qui sont au pouvoir, et par ailleurs dominée par des acteurs privés qui, donc, en ce qui concerne ceux que j'ai mentionnés, Martin Bouygues détient TF1, TMC, donc à la fois TF1, la principale chaîne européenne, mais aussi à travers TMC, une prise de contact avec la bourgeoisie parisienne qui notamment regarde Quotidien régulièrement tous les soirs et qui au profit d'une vision qui supposément défend le divertissement, en réalité les amène à suivre une certaine ligne idéologique, en tout cas à fabriquer une certaine forme de consensus à l'égard de leurs dirigeants. On va voir Xavier Niel qui, comme il a dit lui-même, achète des canards ou prend des participations dans des canards, donc c'est un terme vulgaire pour parler de presse écrite, pour qu'ils arrêtent de l'emmerder. Et donc il a pris des participations de Mediapart à Bakchiche, en passant par le média récemment créé, l'Informé, qui sont des médias spécialisés dans l'investigation pour s'assurer que jamais il n'enquête sur lui. Et à côté, il a racheté des médias nationaux comme Le Monde, L'Observateur, le Huffington Post et un certain nombre de médias en ligne, des participations dans Brut et ainsi de suite, de façon à s'assurer que là encore, on ne s'intéresse pas de trop près à lui. De sorte que la seule fois où Mediapart a fait une enquête sur Xavier Niel assez gentille, Edoui Plenel a fini par admettre qu'il avait reçu un appel rempli d'insultes de la part de Xavier Niel qui lui demandait en gros où était passé son investissement. On a ensuite des personnes comme Bernard Arnault qui, lui, ayant commencé sa fortune... Donc ces 3 personnes-là dont je vous parlais ont toutes fait leur fortune grâce aux télécoms. Donc en gros grâce à l'État, grâce aux faveurs que leur a offertes l'État. Parfois ça crée des tensions. Xavier Niel était furieux Martin Bouygues était furieux que Nicolas Sarkozy offre à Xavier Niel la possibilité de rentrer dans l'oligopole que je vous décrivais à travers Free. Il ne comprenait pas pourquoi l'ami qu'il avait défendu depuis plus de 20 ans, dont il avait été témoin de mariage et ainsi de suite, lui faisait ce coup qui allait mécaniquement réduire ses profits parce qu'il faisait passer de 3 à 4 le nombre d'opérateurs téléphoniques et donc la part de consommateurs qui allait à chacun d'entre eux allait mécaniquement baisser. Du coup, Nicolas Sarkozy a cherché à se faire pardonner en lui offrant le chantier du tribunal de justice parisien, un chantier à plusieurs milliards d'euros, évidemment surévalué, ce qui lui a permis de se rabibocher un peu avec son ancien ami et donc témoin de mariage. Donc on a ces acteurs qui sont directement liés aux télécoms. On en a d'autres comme Bernard Arnault qui lui a décidé plus modestement de racheter Le Parisien, Les Échos, Radio Classique et quelques autres, et Paris Match récemment, à Arnaud Lagardère, qui lui a fait sa fortune en construisant, comme vous le savez, le groupe LVMH, donc Louis Vuitton, Moët & Cie et ainsi de suite,
qui était un groupe en fait qui lui a été offert par Laurent Fabius, donc un Premier ministre que l'on disait de gauche, qui était à l'origine un groupe qui s'appelait le groupe Boussac, et qui a pu, avec une mise dérisoire au départ, et avec l'appui d'un certain nombre de banquiers d'affaires, et dont Antoine Bernheim, de s'approprier certaines des marques les plus connues et réputées de la planète dans le secteur du luxe, comme Dior et d'autres, pour, à partir de là, construire un empire, racheter des médias pour rendre la faveur à cet homme politique et à ceux qui lui succéderaient, recruter un nombre très important de lieutenants, que ce soit de droite ou de gauche. Alors Nicolas Bazire, qui avait été directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, Christophe Girard, qui avait été lui conseiller de Laurent Fabius, afin d'entretenir une forme de caste qui s'assurerait de veiller à ses intérêts. Christophe Girard, évidemment, a été propulsé à la mairie de Paris en charge des affaires culturelles pour s'assurer que les intérêts de LVMH à Paris seraient respectés, dans l'objectif de voler l'image de Paris pour en faire l'image du groupe, comme on l'a vu récemment lors de la cérémonie des Jeux Olympiques, où on a vu pour la première fois de l'histoire, dans une compétition qui est censée être évidemment vouée au bénévolat, c'était l'esprit initial d'un certain nombre de personnes, et notamment de Pierre de Coubertin. On a vu dans la cérémonie d'ouverture des malles Louis Vuitton être affichés comme si de rien n'était, avec les médailles qui à chaque fois étaient présentées dans des coffrets Louis Vuitton, et ainsi de suite. Quelque chose qui avait rendu furieux tous les sponsors américains, dont Coca-Cola, qui avaient investi des centaines de millions, qui ne comprenaient pas pourquoi ils ne bénéficiaient pas de privilèges similaires. On aurait dû faire des conférences sur l'oligarchie française là-bas pour le leur expliquer. Ça leur aurait peut-être donné des techniques de négociation. Donc on se retrouve dans une situation où, d'une façon ou d'une autre, là, le cas le plus récent, parce que tout cela s'épuise, les gens meurent, le père de Arnaud Lagardère, Jean-Luc Lagardère, est mort, le fils était tellement incompétent qu'il a dilapidé en quelques années un empire familial qui faisait de lui quand même le principal actionnaire d'Airbus. Il est parti avec une mannequin à très haut quotient intellectuel, écumer les soirées de Saint-Tropez et de Majorque, au point où, bon, on a fini par le débrancher doucement, et donc il a fallu le remplacer, et on s'est retrouvé avec un nouvel acteur, Rodolphe Saadé, alors que pas grand monde connaissait à l'époque. Avant lui, il y avait eu Patrick Drahi, quand même, j'oublie pas, Patrick Drahi. C'est intéressant quand même, parce que ça vous permet de voir à quel point c'est systémique. C'est pas, on prend pas des anecdotes les unes après les autres, vous allez voir comment ça fait. Ça touche l'ensemble du spectre, qu'il soit de droite ou de gauche. Et c'est là où le point est fondamental pour définir ce qu'est une oligarchie. C'est-à-dire, c'est un espace où il n'y a pas d'alternative réelle, d'alternance entre les forces politiques qui se construisent. Et donc, avant d'arriver à ce cher Saadé, Patrick Drahi, qui cherche à racheter SFR, et qui appartenait au groupe Vivendi, et qui va demander l'autorisation, parce que c'est comme ça que ça se passe, à Emmanuel Macron, qui était secrétaire général adjoint de François Hollande à l'Élysée, et qui lui dit « D'accord, mais tu dois racheter l'IB et l'Express. Et si tu peux racheter BFM et RMC, ça nous arrangerait. » Évidemment, il le demande en tout écuménisme, et pas du tout pour en faire les torchons propagandistes qu'ils sont devenus aujourd'hui, s'asseyant sur des décennies de réputation, ou plutôt pillant la réputation que ces médias avaient construit au fil des décennies à travers des journalistes qui étaient engagés et sincères, et en les transformant en pur instrument de pouvoir, notamment sous Emmanuel Macron. Donc Patrick Drahi rachète tout ça, et donc on lui donne l'autorisation de racheter SFR. Il fait licencier 2100 personnes, parce qu'évidemment il le rachète avec de la dette qu'il avait faite auprès de Goldman, et il faut bien rembourser les intérêts de la dette, et pour rembourser les intérêts de la dette, il faut accroître le taux de profit, et il fallait bien aussi rembourser les investissements dans ces médias qui systématiquement, c'est comme un point intéressant, tous ces milliardaires qui sont fascinés par le seul fait de faire de l'argent. Les seuls échanges que j'ai eus avec Xavier Niel, il me disait systématiquement « on fera tous les projets que vous voudrez, mais ma seule condition, même si j'ai 10 milliards d'euros, c'est de faire de l'argent ». Par contre, dans la presse, tous les projets sont non rentables et seraient en faillite s'ils n'étaient pas régulièrement abondés par ces milliardaires. Comme c'est curieux, comme c'est intéressant, tout d'un coup, cet œcuménisme et cette passion pour la démocratie et les intérêts des peuples. Donc, Patrick Drahi, qui dépense des fortunes pour asseoir son influence et qui va avoir l'effet que l'on sait sur l'espace médiatique à gauche, en nous privant en fait des derniers relais progressistes qui existaient d'une pensée qui soit véritablement populaire ou intéressée par le peuple dans notre pays, à l'exception de l'Humanité, mais qui est affilié au Parti communiste. Et donc on se retrouve avec Rodolphe Saadé, parce que Patrick Drahi, à un moment donné, il doit rembourser ses 50 milliards de dettes. 50 milliards de dettes, rien que cela, ça devrait vous donner une indication sur la perversion d'un système qui permet à des personnes sans capital de départ de générer de tels taux d'endettement, évidemment en faillite technique, et qui est obligé de vendre ses médias. La panique
dans la Macronie, à qui est-ce qui va pouvoir le vendre, et on fait rentrer 2 nouveaux oligarques, Daniel Kretinsky, qui a cette qualité extraordinaire d'avoir fait sa fortune en rachetant des usines, des usines à charbon, et qui évidemment se retrouve dans une situation de détruire la planète en les rouvrant à travers des failles réglementaires pour rentabiliser son investissement. Un Tchèque qui a décidé de s'intéresser à la France et aux médias français, on ne sait pas trop pourquoi là non plus. Et évidemment le dernier et le plus important aujourd'hui, Rodolphe Saadé. Alors Saadé, c'est magnifique, c'est la CMA-CGM, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'intéressent à la logistique ici, mais c'est les ports en gros, c'est l'un des principaux acteurs de la logistique portuaire et du trafic de conteneurs. On a vu qu'il y avait eu de grands sujets pendant le Covid avec cette question. Cet homme a fait 50 milliards d'euros avec sa famille, qui détiennent à 75% le groupe CMA-CGM, 50 milliards d'euros de bénéfices depuis le Covid. Parce que l'explosion des prix du transport, liée à la crise qu'on a connue, lui a permis d'accumuler cette fortune. Mais comment est-ce que cet homme le méritait parce qu'il avait construit un empire par lui-même, comme on ne cesse de nous le raconter, de nous faire la légende de cet homme? En réalité, pas tellement. La CMA-CGM appartenait à l'État français, c'est-à-dire à nous. Et un très grand homme d'État, M. Chirac, avait décidé de l'offrir à la famille Saadé. Et donc l'État avait investi 1 milliard de francs à l'époque dans le groupe et l'avait tout de suite donné pour 20 millions de francs vendus, cédés, à la famille Saadé. Et donc aujourd'hui, la famille Saadé fait des dizaines de milliards d'euros de bénéfices à partir d'un bien qui nous appartenait et que nous avons fabriqué. C'est là où on en vient à la question de l'oligarchie, c'est-à-dire que tout cela, évidemment, n'est pas gratuit. Tous ces bénéfices ne sortent de nulle part et toutes ces fortunes que l'on vous vend comme étant non seulement magiques, mais liées au talent extraordinaire de ces personnes, sont produites à partir de nos efforts et de nos sacrifices. C'est-à-dire qu'il y a une population entière qui vit dans des difficultés économiques avec un inconfort, y compris de plus en plus au sein des classes moyennes, à cause de cette prédation qui est organisée et qui est financée dans le seul but d'accaparer du pouvoir qui, à son tour, permettra d'accaparer des ressources. Le fameux CICE dont vous avez peut-être entendu parler, et ça me permettra de finir l'exposition des mécanismes de pillage dont je vous parlais. Le CICE, c'est une mesure qui a été adoptée sous François Hollande à l'instigation d'Emmanuel Macron et d'un bienheureux homme politique qui s'appelle Jérôme Cahuzac. Donc tous les deux faisaient le programme politique et économique de François Hollande pendant la campagne. Et ils doivent répondre à une double mission. D'une part, séduire les milieux d'affaires pour soutenir François Hollande, mais d'autre part, surtout, construire à leur tour une carrière politique. Et pour construire une carrière politique, c'est-à-dire avoir accès aux médias, avoir une couverture favorable dans la presse, être protégé par un certain nombre d'acteurs, y compris judiciairement, eh bien, il vous faut évidemment séduire un certain nombre de milieux d'affaires. Et pour séduire ces milieux d'affaires, il vous faut leur offrir des gages de ce que vous protégerez leurs intérêts et que vous les servirez. Eh bien, c'est ce qu'ils vont faire en fabriquant le CICE, qui a coûté plus de 200 milliards d'euros à l'État français et dont on n'a jamais vu l'efficacité économique, malgré les promesses qui avaient été produites par François Hollande. CICE qui a coûté tellement cher, et c'est là où on va voir comment la boucle se boucle et comment, à partir d'un propos qui pourrait sembler assez abstrait, distant du réel, et ainsi de suite, on touche au concret et à ce qu'on vient de voir. CICE qui coûte tellement cher à l'État que Alexis Kohler et Laurent Martel, donc le secrétaire général de l'Élysée et le conseiller fiscal d'Emmanuel Macron, pendant la campagne d'Emmanuel Macron, échangent des courriels dans lesquels ils se demandent comment est-ce qu'ils vont financer ce trou dans les finances publiques qui commence en fait à empêcher la possibilité, à empêcher l'État de financer des services publics, des hôpitaux, des écoles et ainsi de suite. Et là, ils se disent, on va inventer un truc formidable dont on va prétendre qu'il va servir à financer l'écologie. Et ça va être la taxe carburant, c'est-à-dire le déclencheur de la crise des Gilets jaunes. Et donc, on a des échanges de mails qui ont été révélés par Wikileaks entre ces deux personnes, qui ont été publiés, qui démontrent qu'ils sont en train de créer cette taxe, non pas comme le gouvernement le prétendrait ensuite pour financer la transition écologique et énergétique, mais pour financer et pour remplir le trou dans la raquette qui a été causé par ce CICE qui n'avait été adopté que pour propulser les carrières de M. Hollande, M. Cahuzac et M. Macron. Et donc vous avez une sorte de système circulaire qui malheureusement finit par générer des crises. Malheureusement pour eux, parce qu'il y a un moment donné où le peuple, en l'occurrence le peuple français, ne va plus être en mesure de
payer pour eux, ne va plus être en mesure d'alimenter cette transition de ressources qui, de 70 millions de personnes, va à quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers, si on prend en compte leurs conseillers et les personnes qui vivent autour d'eux, voire quelques centaines de milliers, si vous prenez en compte ceux qui, encore au-delà, au sein du Petit Paris, leur servent d'instruments, y compris donc les journalistes français qui sont leurs employés aujourd'hui et qui n'ont aucune forme d'indépendance et aucune capacité à enquêter sur ce système, à le dénoncer et évidemment à protéger ceux qui chercheraient à le changer. De sorte que vous vous retrouvez dans un étouffoir démocratique majeur et critique, qui ne peut se régler qu'à travers des ruptures radicales, qu'elles soient populaires à travers des mouvements comme les Gilets jaunes, insurrectionnels comme des mouvements d'action directe qui vont commencer à naître, de la même façon que Luigi Mangione a ouvert le bal quelque part aux États-Unis avec le système des assurances privées concernant les questions de santé. On verra nécessairement, du fait de la tension que génèrent ces personnes, une montée de la violence qui va devoir s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et évidemment, lorsque nos dirigeants se retrouvent confrontés à cette situation, quelle est leur solution? Eh bien, tout simplement, c'est de déplacer la violence quelque part. Après avoir réprimé, après avoir écrasé, après avoir s'être assuré que ceux qui, sur le moment, essayaient de se révolter, y compris parfois en cassant des vitres au grand crime dans un monde où 15 000 personnes, enfin dans un pays où 15 000 personnes meurent chaque année des conséquences du chômage, eh bien, il faut évidemment dévier cette tension vers un autre objectif. Et alors là, vous avez en gros deux solutions. Vous avez le bouc émissaire interne, et là, ça va être soit vous-même par un sentiment de détestation croissant. Et j'ai relevé récemment que le taux d'hospitalisation pour tentative de suicide chez les jeunes femmes, par exemple, a été multiplié par 8. Et vous allez avoir en fait un sentiment de vulnérabilité croissant au sein de la société du fait de la violence qui va être générée directement par l'exploitation économique et indirectement par les conséquences de cette exploitation économique, avec un accroissement des violences conjugales, un accroissement des violences sexuelles, un accroissement des violences contre soi-même, donc tentative de suicide et ainsi de suite, parce qu'il faut bien sortir cette violence quelque part, vous voyez. Donc la société commence à s'autoconsumer. Ça, c'est une première solution. Et ça marche très bien. Multiplication par 8 des tentatives de suicide, je peux vous dire que c'est quelque chose qui devrait nous inquiéter sur une catégorie de la population, les jeunes femmes de 15 à 25 ans. C'est un symptôme gravissime et très significatif. Donc ça, c'est la première forme, en gros, de purgation de la violence. La deuxième, évidemment, c'est le bouc émissaire. Et le bouc émissaire, très généralement et très simplement, c'est la figure de l'étranger. Celui qui est différent, l'autre, la diversité, celui qui va... Et c'est très intéressant d'avoir vu ce gouvernement avoir tenté de faire de monter des opérations de communication avec Havas et ainsi de suite sur la question du harcèlement. Parce que le harcèlement, c'est typiquement une conséquence de la montée de la violence qui va se projeter sur quelqu'un que l'on va considérer comme étant différent et donc dont on va profiter de la vulnérabilité pour essayer de lui faire du mal. Et donc, en général, ça va se projeter sur des personnes qui ont des caractéristiques qui vont être légèrement différentes de la majorité ou de ce qui est considéré la norme. Et donc, ce gouvernement pitoyable, qui évidemment génère cette violence, qui la génère de façon consciente et volontaire, va en plus essayer de boucler des boucles informationnels à des fins de communication, en faisant quoi? En instrumentalisant la violence que eux-mêmes génèrent, en faisant de l'empathie, en faisant de la caresse, en disant on va s'occuper de vous, vous inquiétez pas, et en essayant ainsi d'acheter votre consentement et une forme de confiance à leur égard. Je suis pas sûr que ça marche, mais bon. Évidemment, l'autre figure par excellence dont je parlais, c'est évidemment l'étranger, sous toutes ses formes. C'est-à-dire que là, on ne parle pas seulement des idéologies racistes qui peuvent se développer, mais plus généralement de tout ce qui va, quelque part, nous apparaître comme une menace par rapport à ce que l'on considère être une norme commune. Et c'est là où, très rapidement, on va basculer du bouc émissaire intérieur au bouc émissaire extérieur, et donc au risque de la guerre. Et c'est aujourd'hui cette phase terminale dans laquelle nous sommes en train de rentrer, c'est qu'une fois que l'on a tenté de déployer la violence sur l'ensemble des catégories de la population qui pouvaient la recevoir, et une fois que cette violence commence à saturer et tout de même à déborder, eh bien il faut la projeter loin de nous et amener en fait à de la génération de la violence, mais en dehors de notre territoire. Et donc l'hystérisation qui a été mise en place par Emmanuel Macron concernant le conflit russo-ukrainien, ces derniers mois notamment, ou alors en gros il était en train de nous préparer à une entrée en guerre aux côtés des forces de l'OTAN contre la Russie, donc contre une puissance nucléaire, mais aussi
comme je disais, sur la question aujourd'hui algérienne, avec ce ministre de l'Intérieur qui cherche à générer une conflictualité qui est évidemment relayée par le Rassemblement national à partir des blessures réelles qui existent issues de la dynamique coloniale qui avait été générée par la Troisième République. On a une coagulation des forces politiques qui n'ont qu'un intérêt, encore une fois, se perpétuer au pouvoir, soigner leur névrose, voire leur psychose à travers leur exercice du pouvoir, et qui, donc, dans cette direction, ne vont pas hésiter à nous jeter, in fine, sur des champs de guerre, si ça peut leur permettre d'y rester. Comme ils sont aujourd'hui sans aucune réponse face aux enjeux fondamentaux de notre temps, comme ils sont sans aucune sincérité ni volonté réelle de régler un certain nombre de problèmes institutionnels que génère leur corruption, comme ils dépendent de ces appareils oligarchiques que nous souhaitons abattre, eh bien, ils se montreront prêts à tout pour le faire, prêts à tous les mensonges et à toute forme de cynisme. Et donc, à partir de là, se pose la question de notre rôle dans cette dynamique. Lorsque j'étais avec Maxime et bien d'autres dans le mouvement des Gilets jaunes, on a eu l'opportunité à plusieurs reprises de rentrer dans des lieux de pouvoir. Alors ça m'est arrivé de façon très directe quand j'étais près du Fenwick qui a détruit la porte de Benjamin Griveaux dans une sorte d'élan de joie un peu alcoolisé, je pense, de la part de ceux qui le conduisaient, mais qui était symboliquement magnifique parce que c'était le porte-parole du gouvernement et donc quelque part, quoi de mieux que d'ouvrir les portes du porte-parole du gouvernement, donc ouvrir les portes de la parole d'État à travers un engin populaire symbolisant le prolétariat comme peut l'être le Fenwick. C'était quand même assez élégant comme geste. Il y a eu d'autres fois auparavant où on s'était retrouvé quasiment aux portes de l'Élysée avec des forces de l'ordre qui reculaient. Et donc la possibilité réelle de rentrer dans l'Élysée était d'ailleurs tellement tangible que la presse nous l'apprendrait plus tard, évidemment toujours un peu tard. Et bien tout simplement, on avait eu un hélicoptère qui avait été prédisposé dans l'objectif d'évacuer Emmanuel Macron si cela devenait nécessaire et de laisser quelque part le peuple français se débrouiller avec le mobilier national et d'en faire probablement un feu de joie. Donc on se retrouve dans une situation où on pouvait et on ne l'a pas fait. Et alors pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait ? On ne l'a pas fait d'une part parce qu'on ne se sentait pas légitime et que je pense que tous ceux qui se sont retrouvés dans le mouvement des Gilets jaunes s'y sont retrouvés en partie parce qu'ils ne se sentaient justement pas légitimes et ils se morfondaient dans un sentiment de solitude et de désespérance, de violence matérielle qui faisait que leur objectif était de se faire entendre, de se faire voir, de rompre avec le système, mais non pas de prendre le pouvoir. Il n'y avait pas cette ambition d'accaparement qui d'ailleurs génère en nous souvent un grand rejet quand on voit telle ou telle politique de passage tout d'un coup vous promettre des monts et merveilles et en gros utiliser la télévision et son accès à la presse comme une façon de se regarder dans le miroir. On n'avait pas cette volonté-là et on était honnêtement très différents. Des anarchistes royalistes, je pense que c'est la première fois de l'histoire de France où on a une forme de réconciliation nationale en contre d'un pouvoir, où on disait tous ces désaccords idéologiques sont secondaires par rapport à la nécessité de reprendre le contrôle sur notre destin. C'était une époque où le gouvernement voulait privatiser, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais non seulement la Française des Jeux, ils y sont arrivés, mais aussi Aéroport de Paris, pour, disait-il, débloquer 10 milliards d'euros, ce qui était fondamental, on l'a vu. 1000 milliards d'euros de dette plus tard, tout d'un coup, l'urgence qui consistait à brader des biens publics pour obtenir quelques micro-pourcents du budget de l'État nous a donné un grand avantage, c'est-à-dire que désormais nous ne sommes plus dupes. Nous savons exactement pourquoi ils le faisaient. Ils ne le faisaient pas du tout parce qu'ils avaient besoin de cet argent, ils ne le faisaient pas du tout parce qu'ils croyaient sincèrement dans leur idéologie libérale, mais tout simplement parce qu'ils souhaitaient nous piller, enrichir les banques d'affaires qui feraient l'intermédiaire dans ces transactions, et évidemment les actionnaires qui derrière en bénéficieraient, c'est-à-dire toujours les mêmes classes sociales les plus favorisées. Donc on se retrouve dans une situation où le cynisme est absolu, et donc très naturellement les Gilets jaunes commencent à porter un discours politique, parce que contrairement à ce que ces gens pensent, le peuple est intelligent, qui consiste à réclamer des instruments de démocratie directe. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'une classe politique se coagule pour défendre ses intérêts contre celui de son peuple ? Eh bien, on crée des instruments pour pouvoir intervenir et leur retirer leur pouvoir. Référendum d'initiative citoyenne, mandat impératif et révocatoire, ce sont des propositions évidentes dont l'objectif est, lorsque vous vous retrouvez face à un homme ou une femme qui veut vous trahir, qui cherche à prendre le pouvoir pour lui et non pour vous, vous ayez les moyens de récupérer votre souveraineté et de lui imposer une décision qu'il voulait prendre contre vos intérêts. C'est une évidence telle qu'on se demande, elle existe partiellement en Suisse, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de l'imposer alors même qu'elle a été promise de façon régulière par les pouvoirs en place ? Eh bien tout simplement parce que dès le moment que vous avez cet instrument, vous faites s'effondrer très rapidement le système auquel vous appartenez. D'autres propositions évidentes consistent évidemment à interdire à tout
organe de presse d'être sous la coupe d'un homme d'affaires ou d'un groupe qui ait des intérêts économiques. C'est-à-dire s'assurer que ce soit les citoyens et des groupes qui n'interviennent que dans le domaine des médias qui soient en mesure de produire de l'information. De la même façon, sur la question des algorithmes, reprendre le contrôle sur les algorithmes, s'assurer qu'ils soient transparents, s'assurer qu'il n'y ait pas des manipulations qui puissent intervenir, comme cela a été assumé lors des émeutes qui ont suivi la mort de Naël par le gouvernement et surtout par la directrice des relations publiques de Snapchat qui était entendue lors de l'Assemblée par une commission d'enquête de l'Assemblée nationale et qui expliquait qu'elle est en communication directe avec l'Élysée et qui faisait varier en fait les algorithmes de façon à éteindre le feu et à éteindre une révolte qui était en cours. Imaginez-vous, ça a été admis pour cela, évidemment, ça a été fait pour les autres mouvements sociaux, ils ne vous le diront jamais. Ils ne vous le diront jamais, vous ne saurez jamais pourquoi tout d'un coup une idée devient populaire ou à l'inverse, disparaît dans les tréfonds des réseaux sociaux, de la même façon qu'aujourd'hui vous ne comprenez pas, si vous ne vous intéressez pas à la fabrique de l'information, pourquoi telle ou telle personnalité ou telle idée deviennent si centrales dans le débat public, en l'occurrence, ce qui est sur le point de créer une crise diplomatique qui pourrait devenir une lourde crise géopolitique avec l'Algérie, nous dit-on, c'est l'expulsion d'un influenceur. Alors là, on commence à se demander, est-ce que nos dirigeants ont perdu tout sens commun? Est-ce qu'ils sont devenus fous? Est-ce que c'est nous qui sommes en train de devenir fous? C'est-à-dire qu'il y a l'expulsion d'un influenceur est en train d'amener à ce que des propositions politiques comme l'interruption de tous les flux financiers entre la France et l'Algérie, quand même des flux financiers qui se comptent en milliards, soient interrompus. Là, en fait, ce à quoi on assiste, c'est à la phase terminale de la société du spectacle et de la consommation, où vous avez Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui a décidé de faire une opération de communication, qui pensait, avec son coup de menton habituel, régler des problèmes, enfin, gagner en notoriété et donc régler le problème de l'apparence assez détestable qu'il arbore pour une grande majorité des Français, en se saisissant d'un micro-problème qui était en fait quelques fous furieux qui sur les réseaux sociaux appellent à toutes sortes de crimes et délits, en organisant une expulsion, en médiatisant une expulsion, parce que vous comprenez, le faire arrêter, le juger ne suffit pas pour plaire à une certaine catégorie de la population selon lui. Il fallait symboliquement le sortir du territoire, l'envoyer sur ses terres. Et évidemment, on voit bien la dimension raciste sous-jacente du discours, c'est-à-dire c'est un étranger qui est la cause du mal en France. On en revient à la logique du bouc émissaire que je vous décrivais tout à l'heure, ça ne peut être que l'étranger qui commet le péché. Et donc, à partir de cette dynamique, problème, il a face à lui un État souverain qui exige un laissez-passer pour chaque expulsion, et donc il se prend les pieds dans le plat, et là, au lieu d'admettre l'humiliation, c'est-à-dire une opération de communication mal ficelée, c'est-à-dire son impuissance, son incompétence, évidemment, il va aller dans la fuite en avant. Fuite en avant qui, évidemment, bénéficie de l'embrayage du Rassemblement national, dont on rappellera à nos amis de gauche que, contrairement à ce qu'ils n'ont cessé de prétendre, il n'a pas été créé sur les fondements de la Seconde Guerre mondiale. Pas du tout. L'origine idéologique du Rassemblement national, c'est le traumatisme de la guerre d'Algérie. C'est le traumatisme de la guerre d'Algérie, c'est l'absence de purgation de ce traumatisme national qui a amené toute une partie de la population à rester en fait dans l'ancrage colonial qui avait été proposé par la Troisième République, c'est-à-dire par la gauche. Et donc on se retrouve dans une situation avec un débat de sourds entre la gauche qui joue la partition humaniste, universaliste et ainsi de suite, la droite qui joue sur les blessures coloniales pour essayer d'apprivoiser et d'enserrer une partie de la population dans son discours. Et en conséquence de quoi, eh bien, la rupture potentielle des relations diplomatiques avec un pays souverain qui est quand même important parce qu'il y a 6 millions de descendants d'Algériens en France et que les conséquences peuvent être particulièrement graves si on continue à envenimer cette situation. La réalité sous-jacente, c'est laquelle? C'est qu'on a Emmanuel Macron qui, un peu désespéré de ne plus avoir de protagonisme sur la scène politique française, avait décidé de faire une visite d'État avec plus de 150 illustres membres de notre illustre élite française, dont Jack Lang, dont François-Marie Bagné, qui avait donc escroqué Madame Bettencourt et ainsi de suite, et qui, pour justifier de ce déplacement extraordinaire auprès du non moins extraordinaire roi du Maroc, avait décidé de reconnaître unilatéralement, sans consulter personne, la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ce qui a évidemment provoqué une crise diplomatique immédiate avec l'Algérie, qui a décidé d'activer un certain nombre de relais d'opinion pour s'attaquer à la France et dont un certain nombre de personnes qui ont commencé à agiter la menace terroriste pour intimider l'État français. Et donc vous vous retrouvez avec les mises en scène pitoyables actuelles. Donc vous voyez comment de décisions qui sont en fait le fruit d'intérêts purement personnels, de personnes qui en fait se comportent en monarques, on se retrouve très rapidement avec des conséquences potentielles pour des millions de personnes et
évidemment une instrumentalisation de chacun d'entre nous qui, selon nos affects, vont être plus ou moins sensibles à la question algérienne, plus ou moins sensibles à la question de l'intégration, de l'immigration et ainsi de suite, et qui vont se voir orientés vers telle ou telle force politique de façon purement manipulatoire. Et donc nous, il faut qu'on ait une résistance extraordinaire à l'égard de cette politique du fait divers, qui est la dernière arme dont disposent les tenants du système, pour nous distraire, pour nous désunir, pour régénérer des divisions, exactement comme l'avait fait le pouvoir pendant la crise du Covid et l'adoption du pass sanitaire, qui n'avait aucun objectif sanitaire, justement, mais pour objectif de générer des clivages au sein de la société, à un moment où, contrairement à ce que l'on pense aujourd'hui, il y en avait très peu. C'est-à-dire la première phase du Covid, il y avait une forme d'unité du corps social assez importante et une capacité à générer du consensus et à encaisser les coups pourtant violents d'un pouvoir complètement désorienté qui était incapable de prendre des décisions cohérentes en vous invitant à aller au théâtre un jour puis en vous confinant le suivant. Donc on avait encaissé, et avec le pass sanitaire, tout d'un coup, cette violence qui commençait à monter à l'égard de qui ? Naturellement, à l'égard de ceux qui nous dirigeaient, qui étaient incapables de tenir un discours cohérent, sensible, sensé, et donc de nous protéger, avec un sentiment de désarroi et de colère qui montait, eh bien on a trouvé ce qu'on appelle avec la théorie du nudge en communication, la capacité à faire clivage, c'est-à-dire à travers le pass sanitaire, à contraindre les populations de telle sorte qu'elles commencent à se détester entre elles, qu'elles commencent en fait à se reprocher mutuellement les unes de suivre les instructions du pouvoir, les autres de ne pas le faire et menacer leur santé. Et dans cette agitation et cette division, évidemment, une perte d'énergie extraordinaire qui les a protégés pendant un temps, mais qui a eu des conséquences dramatiques, y compris en termes de santé psychique pour de nombreux de nos concitoyens. Et donc, évidemment, dans cette disposition, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a plusieurs options. On peut attendre que l'histoire se fasse. On peut attendre qu'il y ait des résurgences spontanées de mouvements similaires à ceux des Gilets jaunes et qu'une fois encore, on arrive à les prendre de court. Ça n'arrivera pas. Je vais vous donner un exemple que je tire de mon expérience d'avocat qui avait fait grand bruit à l'époque. C'était une citoyenne du Nord qui avait été arrêtée, Valérie Minet, parce qu'elle avait fait un post où elle comparait sur Facebook, où elle comparait Emmanuel Macron à une poubelle, dans mon souvenir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire qui avait fait scandale, où elle s'était fait arrêter à 6h du matin, placée en garde à vue pendant 48 heures pour un post qui était censé être injurieux contre Emmanuel Macron. À l'époque, on avait eu droit à tous les cris d'orfraie de la part de tous nos gentils militants qui croient encore que nous sommes en démocratie, la LDH et ainsi de suite, qui se préoccupaient de l'atteinte aux droits humains. Toute la bourgeoisie elle-même était inquiète parce qu'elle commençait à voir que ça commençait à trembler. Et donc on avait réussi un peu à avoir une unité autour de cette personne liée à cette inquiétude de l'arbitraire qui commençait à s'accroître au sein de notre pays. La réalité, c'est qu'il ne s'agissait pas du tout d'un geste de la part d'un monarque effrayé ou frustré de ce qui avait pu être dit à son sujet. Stéphane Espic, qui est ici, a connu des mouvements de cet ordre-là lorsqu'il a été poursuivi sur plainte personnelle d'Emmanuel et Brigitte Macron parce qu'il avait eu l'honneur et le bonheur de se baigner devant le fort de Brégançon avec un homard gonflable, ce qui était considéré comme une insulte suprême par nos dirigeants et avait amené à ce qu'il soit jugé à Toulon en faisant déplacer et déprioriser des affaires de violence conjugale et ainsi de suite. Je ne sais plus pour quel motif on avait obtenu la nullité des procédures. Donc ça arrive. En l'occurrence, Valérie Minet, c'était beaucoup plus pernicieux. Beaucoup plus pernicieux et en fait beaucoup plus inquiétant. Au moment des Gilets jaunes, nos services de renseignement viennent d'être organisés par Nicolas Sarkozy. Réorganisation qui a amené à la fusion des renseignements généraux et d'un certain nombre d'autres instances au sein de la DGSI. La DGSI, c'est un joyeux foutoir, avec la crise du terrorisme qui s'abat sur nous on pourrait revenir aussi sur les origines de cette crise et la responsabilité de nos dirigeants dans le fait que la France était particulièrement frappée. On le fera peut-être plus tard. On se retrouve dans une situation où la France, l'État français est aveuglé par rapport au mouvement d'opinion de sa population. Il continue de suivre, comme d'habitude, les syndicats, les partis, quelques opposants déjà remarqués, mais ils ne prennent plus du tout le pouls du territoire. Et donc ils sont pris par surprise par le mouvement des Gilets jaunes. Ils ne l'ont pas vu venir. Et ils sont dans un effet de rattrapage qui fait qu'on avait toujours un coup d'avance sur eux. Leçon prise de cet événement, il y a une réorganisation structurelle de l'ensemble de ces services, une repriorisation sur la surveillance de ce qu'on appelle en population générale, et on va avoir en fait une identification de l'ensemble des personnes qui ont participé à ces mouvements, une intensification de la surveillance sur les réseaux sociaux, de façon que Valérie Minet va être arrêtée, comme l'admettra le procureur pendant la procédure,
pour une raison très simple. Le mouvement des retraites de lutte contre la réforme des retraites commençait à naître, et ils avaient décidé de l'arrêter préventivement parce qu'elle avait été l'une des principales figures des Gilets jaunes pour s'assurer qu'un message serait envoyé sur la zone où elle exerçait son influence afin qu'il ne sorte pas dans la rue. Et donc on se retrouve avec des arrestations préventives sur des motifs fallacieux, en l'occurrence un post Facebook qui aurait été insultant contre le président de la République, et on a une indignation qui va être dirigée sur l'apparence, sur la surface. On n'arrête pas quelqu'un parce qu'il insultait le président, oui, merci, enfin quand même, et on la décale pour faire oublier, évidemment, l'enjeu réel qui est d'intimider, qui est de préventivement s'assurer que ces gens ne sortent pas. Et donc, en fait, il y a eu ce ciblage, de sorte que toutes les personnes qui ont pris des risques, qui sont exposées dans les mouvements sociaux successifs qui ont eu cours ces dernières années, sont en fait sous les radars et se feront arrêter ou intimider à la moindre tentative de réinaugurer un geste citoyen de cet ordre. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans les Outre-mer, où il y a une stratégie de judiciarisation systématique des mouvements de révolte. J'ai eu à accompagner des gens en Guadeloupe, en Martinique, et on voit ce qui se passe aussi en Nouvelle-Calédonie avec les Kanaks. Systématiquement, l'arrestation à détention provisoire et, le cas échéant, la déportation à 8 000, 16 000 km de chez eux, pour s'assurer non seulement qu'ils se tiennent sages, mais surtout qu'il n'y ait pas de contamination potentielle, de sorte qu'aujourd'hui en Martinique, l'inquiétude principale qu'il y a à l'égard du principal dirigeant du mouvement social contre la vie chère qui, depuis cet été, dans l'invisibilité complète des médias, essaye de lutter contre leur oligarchie, c'est-à-dire 3000 personnes qui ont décidé de préserver la pureté de leur race, des descendants d'esclavagistes békés qui détiennent un monopole absolu sur la distribution et l'importation d'un certain nombre de biens, ce qui leur permet de faire 40% de marge par rapport à ce qui se fait dans l'Hexagone. Eh bien, la principale préoccupation de la population, c'est qu'on déporte dans la France hexagonale le dirigeant de ce mouvement social qui a été évidemment arrêté et placé en détention provisoire pour avoir réclamé exactement la même chose que demandaient les Gilets jaunes, c'est-à-dire simplement un peu plus d'équité dans ce monde. De sorte que dans des territoires comme celui-ci, lorsque je vais rencontrer ces militants et qu'ils me demandent quelle est la solution, je leur dis soit on arrive à créer une opération politique un peu extraordinaire qui fasse que contre les mainstream, on arrive à générer une candidature à une élection présidentielle qui pourrait arriver de façon anticipée ou en 2027, et c'est ce qu'on est en train de préparer, soit il va vous falloir prendre les armes. Il va vous falloir prendre les armes parce que ça fait un demi-siècle que ces individus, là je parle de la Martinique, continuent de vous spolier et de vous piller, eux-mêmes qui avaient déjà été indemnisés lorsque l'esclavage a été aboli, parce que, évidemment, les pauvres avaient souffert de la perte économique générée par l'abandon de l'esclavage. Donc c'est à partir quand vous êtes dans une situation où la radicalité politique apparaît comme la seule alternative au système existant, moi je m'inquiéterais non pas pour nous, mais pour ceux qui nous dirigent, parce que leur vie va devenir très rapidement très difficile en fait. Non seulement du fait de structures organisées de résistance, de sabotage et ainsi de suite, mais de la part de citoyens conscientisés qui à un moment donné décideront de faire des gestes comme celui qu'a commis Luigi Mangione. Et donc, comme on est des citoyens responsables et très gentils, et non violents, et pour la paix, d'un côté, j'essaye quand même, à travers mes ouvrages, de donner des instruments de résistance à l'oppression sur la question de la surveillance et ainsi de suite, à partir de mon expérience en tant qu'avocat. Mais de l'autre, on essaye de préparer une alternative. Et l'alternative, c'est tout simplement une candidature à l'élection présidentielle. Alors, ça peut paraître délirant. Ça peut paraître délirant parce que quand on vous a présenté le système que je vous décris, on a parler que d'une partie du problème. Il y a aussi la question du financement, des 20 à 40 millions d'euros que dépensent chaque année les politiciens pour se présenter, parfois grâce à l'aide de certains dirigeants politiques très recommandables étrangers comme Muammar Kadhafi, comme on est en train de le voir grâce à la chronique judiciaire que nous offre de façon à peu près aussi constante que Plus belle la vie Nicolas Sarkozy depuis quelques mois. On a une situation où vous avez à la fois un problème de visibilité et donc de capacité à faire passer vos idées dans l'espace public, à la fois une capacité financière qui est obérée parce que vous n'allez pas faire, en défendant le peuple, le tour des milieux d'affaires pour récolter des milliers d'euros par soirée en organisant des dîners privés, comme l'a fait Emmanuel Macron pendant 2 ans, pour vous présenter à l'élection. Ou alors, je peux vous assurer que celui qui sera élu en fonctionnant comme cela n'aura pas à cœur de défendre vos intérêts. Et évidemment, à partir de l'absence de visibilité et de moyens, la capacité à nous lier, c'est-à-dire à nous réunir, à nous voir, et à partir de là, organiser des actions communes qui nous permettent de diffuser nos idées à l'échelle horizontale. Et donc, face à cette triple contradiction, on a un avantage énorme. C'est qu'on a des maîtres, les maîtres principaux aujourd'hui de notre ère,
n'en ont pas grand-chose à faire de la France et de l'Europe. Il y en a un qui commence à s'y intéresser de plus en plus, Elon Musk. Il a choisi son camp. Il nourrit de plus en plus un certain nombre de forces politiques, plus ou moins légitimes. Je peux vous dire que je suis très inquiet du soutien qu'il a offert à l'AfD en Allemagne, non pas pour des questions idéologiques, mais de parce que la résurgence d'un camp nationaliste en Allemagne peut générer comme risque et danger pour la France, notamment une France qui ne se serait pas préparée à la dislocation de la construction européenne et à la nécessité de reprendre en main sa souveraineté avant que le fassent d'autres, avec tout ce que ça peut impliquer à moyen terme. Ça, c'est des questions qui devraient être au centre de notre débat public. On n'en parle pas du tout. On est sur les cris d'orfraie idéologiques et ainsi de suite. Passons. Donc on a Elon Musk qui a quand même généré une forme de nettoyage algorithmique en proposant son code ouvert sur la question de ce qui est favorisé ou pas sur Twitter, ce qui nous permet quand même d'avoir une idée de la façon dont on peut utiliser l'instrument, ce qu'on arrive à faire de façon assez efficace. On a les autres, Mark Zuckerberg et Evan Durance, qui était le patron de Snapchat, qui, eux, sont dans une disposition de pure soumission au pouvoir politique états-unien, donc ils feront ce qu'on leur demande. Donc on l'a vu avec Mark Zuckerberg qui a décidé de complètement changer, virer sa cutie à la veille de l'intronisation de Trump pour son deuxième mandat, et qui a décidé de complètement changer les règles de modération. Tout ça, en fait, ça peut générer des effets d'opportunité dont on peut se saisir. Emmanuel Macron l'a très bien compris. Il est dans un rapport de séduction très ambivalent avec Elon Musk, c'est-à-dire qu'il essaye de l'attaquer un peu, et le lendemain, il dit « Non, mais ça serait quand même bien qu'on se voit », parce qu'il a un peu peur, évidemment, des conséquences que tout cela pourrait avoir. Avec Zuckerberg, il n'a pas réussi à tisser des liens, mais avec le patron de Snapchat et aussi celui de Pavel Durov, qui, je le rappelle, est quand même otage de la France, encore aujourd'hui, le fondateur de Telegram. Ne pensez pas que c'est un très gentil juge en charge de la lutte contre la pédophilie qui a effectivement pris l'initiative de faire arrêter le fondateur de Telegram en France. Je veux bien qu'on soit naïf, mais il y a un moment où il faut qu'on commence aussi à se détacher des récits que l'on tente de nous vendre. Cet homme, s'il est aujourd'hui interdit de sortir du territoire français sous contrôle judiciaire sur notre territoire, il est évidemment pour des raisons politiques. Savoir quelles sont ces raisons politiques et quels étaient les intérêts d'Emmanuel Macron au moment de le faire arrêter, ça appartient au domaine de la spéculation, et c'est là où on doit être très attentif, parce que dans les mécanismes de survie que l'on doit mettre en œuvre à l'égard de l'oligarchie, l'un d'entre eux est d'être extraordinairement rigoureux et attaché à la vérité. Parce que tout ce qu'on fait, quand même, doit avoir un sens au-delà de la défense des intérêts de la souveraineté de notre pays, de notre peuple. Et l'un d'entre eux, c'est quand même nous différencier de ces individus qui ont prospéré sur le mensonge et la manipulation. Pourquoi ? Parce que c'est l'arme de ceux qui n'ont rien, la vérité. Lorsque vous êtes intègre, lorsque vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher et qu'on ne peut pas rendre visible des manipulations que vous mettriez en œuvre parce que vous n'en avez pas commises. Ça crée une différence fondamentale avec celui qui sait ou qui pense qu'on ne peut pas rendre visible ces manipulations parce qu'il a le contrôle sur les appareils de pouvoir et l'information. Je vais vous donner un exemple personnel un peu anecdotique, mais puisqu'on ne cesse d'en parler dans l'espace public, je pense que ça a du sens. Vous savez, mon cher ami Gabi a lancé tout un programme politique parce qu'il n'avait pas grande idée, et surtout parce qu'il ne savait pas comment, dans le système actuel, se démarquer de ceux qui nous dirigent, décidé de lancer toute une campagne sur le harcèlement. Et donc, il a eu l'extraordinaire idée qui lui a été probablement soufflé par je ne sais quel conseiller en communication, de fonder cette campagne contre le harcèlement. Et la fondation qu'il a créée à 35 ans, c'est sa première initiative privée depuis qu'il est devenu adulte, c'est très bien, son premier emploi, je le félicite, a décidé de le fonder sur un storytelling qui consiste à dire que lui-même aurait été victime de harcèlement quand il était enfant, ce qui évidemment n'est pas du tout indécent de la part d'un enfant de l'école alsacienne qui étale ses grandes souffrances alors qu'il a grandi dans un des milieux les plus privilégiés qui soit. Et donc, Gabriel Attal, pour le dire, pour s'en justifier, essaie de prétendre qu'il aurait subi un harcèlement homophobe, parce que tant qu'à faire, instrumentalisons plusieurs causes en même temps. Dès qu'on s'est lancé là-dessus, on ne va pas s'arrêter. Mais dans le même temps, alors petit couac, et c'est le problème de ceux qui mentent, il fait diffuser dans la presse People, via Mimi Marchand et dans Paris Match, dans Closer, People et compagnie, eh bien qu'il était en couple avec Joyce Jonathan. Je ne sais pas si vous voyez qui est Joyce Jonathan, c'est cette demi-célébrité qui avait fait sa carrière grâce à Star Academy dans mon souvenir, qui n'a pas eu une grande carrière, et qui, à l'orée de ses 30 ans, regrette un peu de manquer de visibilité, donc trouve en son camarade de classe une opportunité extraordinaire de se remettre en selle. Lui, ça le rend glamour.
elle, ça lui permet de réapparaître dans l'espace public et donc de refaire quelques concerts et ainsi de suite. Sauf que du coup, il y a un petit problème de compatibilité des discours. C'est-à-dire que quand vous lancez des opérations de propagande, vous avez intérêt quand même à avoir quelqu'un qui coordonne le tout et qui s'assure que ce soit à peu près cohérent. Soit vous avez été victime d'un harcèlement homophobe, soit vous étiez en couple avec Judge Jonathan à la même période, mais les deux ensemble, moi je veux bien, enfin peut-être, hein, avec toutes les transformations d'identité auxquelles on a droit en ce moment, peut-être qu'il y a une explication que vous me donnerez, mais ça ne marche pas. Et donc en fait, ces gens-là sont toujours sur la brèche, de sorte qu'ils sont aussi vulnérables à des attaques réputationnelles de cet ordre. Et on l'a vu aussi avec toute la rumeur sur la transsexualité de Brigitte Macron. Quel était le fondement de cette opération de communication qui visait à leur faire mal et qui a été montée par un individu qui est un de vos concitoyens, puisqu'il habite aujourd'hui à Lausanne, Alain Soral, à travers la Gazette Faits et Documents qu'il a créée et Xavier Poussard, son directeur de la rédaction. Il savait qu'il y avait un problème dans la relation entre Brigitte et Emmanuel Macron, il savait que c'était une vulnérabilité. Il le savait pourquoi ? Parce que c'est moi qui l'avais raconté. Qui avait raconté comment Xavier Niel, donc notre oligarque adoré, ancien proxénète ayant pour fait de gloire d'avoir créé des 3615 érotiques, puis après, grâce à ses contacts dans les services de renseignement, d'avoir monté un certain nombre d'opérateurs, de fournisseurs d'accès Internet, puis en rachetant Le Monde et autres, d'avoir eu une licence téléphonique qui en a fait un milliardaire, qui a permis au grand bonheur de se marier avec Delphine Arnault, donc la fille de l'homme le plus riche de la planète. Je ne suis pas sûr que ce soit un heureux destin, et de devenir le concierge des oligarques de la Silicon Valley quand ils passent à Paris, en gros, de faire la tournée des grands ducs, d'aller aux prostituées, voir des prostituées avec Elon Musk quand il vient, et ainsi de suite. Donc ce très cher et recommandable Xavier Niel décide en 2016 de présenter Mimi Marchand à Brigitte Macron. Mimi Marchand, dont je vous rappelle qu'il avait rencontré grâce à leur avocat commun, quand ils étaient tous les deux en prison. Donc, il présente Mimi Marchand à Brigitte Macron parce que Brigitte Macron est très angoissée alors que son cher amoureux commence à monter dans l'espace public. Emmanuel Macron étant, rappelons-le, à l'époque ministre de l'économie, ayant rencontré Bernard Arnault et tout ça via sa femme, donc via Brigitte Macron, qui était enseignante à Franklin, qui est l'un des lycées les plus prestigieux privés de Paris, où elle était prof de français. Et où, d'ailleurs, la mère de Bruno Le Maire était directrice d'établissement. Tout cela, évidemment, est sans effet sur les carrières de chacun d'entre eux et leur capacité à arriver, malgré le fait qu'ils ne sachent visiblement pas même compter, aux plus hautes fonctions de l'État et de générer les résultats économiques que l'on sait. Donc, on se retrouve dans une situation où Brigitte Macron est un peu inquiète, parce que Brigitte Macron sait qu'elle a rencontré Emmanuel Macron quand elle avait 39 ans et qu'il en avait 14, et qu'elle l'a rencontré alors qu'elle était prof de lycée. Et elle ne sait pas quoi faire avec ça. Et elle est très embarrassée parce qu'elle sait qu'elle est partie d'Amiens avec lui pour fuir l'opprobre qui avait été généré dans la bourgeoisie auquel ils appartenaient mutuellement. Lui, fils de prof de médecin, elle, fils d'industriel dans la chocolaterie, de cette relation qui, en fait, est techniquement une relation qui aurait pu être réprimée pénalement pour des faits de pédocriminalité. Et donc, moi, je n'ai pas de jugement à porter sur la morale et la volonté mutuelle qu'ont eu ces hommes cet homme et cette femme de se retrouver, enfin cet enfant et cette femme de se retrouver. Mais je comprends l'angoisse qui a pu saisir Brigitte Macron, qui du coup ne trouve pas meilleure idée que de s'en ouvrir au très probe Xavier Niel, qui lui-même lui présente donc Mimi Marchand, ancienne trafiquante de drogue et proxénète, elle aussi ayant été retrouvée avec 500 kg de hashish dans un camion et du coup étant allée en prison pour cela. Et Brigitte Macron et Mimi Marchand et Xavier Niel décident de monter une opération de communication très brillante qui consiste à renverser le stigmate. Et c'est quelque chose que la Macronie aura fait de façon systématique. Vous l'aurez vu notamment quand on a appris que Stéphane Séjourné était illettré. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment extraordinaire. On se rend compte qu'il ne sait pas non seulement parler français, anglais, mais pas parler français non plus. Et qu'on se dit que c'est un peu gênant que cet homme soit devenu ministre des Affaires étrangères, qui requiert a priori un art du verbe et de la parole qui lui manquait de façon douloureuse. Eh bien, tout d'un coup, vous avez vu dans la presse People émerger des articles disant « Non, mais il est dyslexique ». Non, mais c'est pas bien de se moquer de lui, c'est dyslexique. La dyslexie, c'est difficile. Et d'ailleurs, il va peut-être créer une fondation pour la dyslexie. Enfin, qu'importe que la dyslexie soit un rapport à l'écrit et pas à l'oral, bon, c'est des détails là encore, comme le harcèlement homophobe. Enfin, bon, ça permet de passer l'obstacle, vous voyez. L'objectif à chaque fois, à travers le mensonge, à travers l'instrumentalisation d'une cause noble, de dévier l'attention, dévier le tir et de se permettre de continuer à avancer. Et donc, je vous parlais de Stéphane Séjourné parce qu'ils vont faire exactement la même chose pour Brigitte et Emmanuel Macron. On a un problème, pas un petit problème, en termes de relations publiques. C'est pas ce qu'ils font dans leur intimité ne nous concerne pas. Comment est-ce qu'on le renverse ? Eh bien, en fait, on va
surimprimer, survisibiliser leur relation en la romantisant. Et donc ça va plus être 14 et 39 ans, ça va être 16, 16 et demi et 34. Et tout d'un coup, d'un fait qui aurait pu en effet générer un certain débat, qui aurait peut-être dû générer un certain débat, on se retrouve avec quelque chose qui va en gros être configuré pour générer l'attention et le désir chez la ménagère de plus de 50 ans, comme il les qualifie, en gros les lecteurs de Paris Match et de la presse People. Et donc cette instrumentalisation, évidemment, elle va générer un retour de bâton à un moment. Et ce retour de bâton, c'est le moment où des gens encore plus cyniques et méchants que vous décident de dire « tu veux jouer ? On va jouer ». Brigitte s'appelait Jean-Michel. Et alors là, évidemment, d'abord, j'imagine la perplexité de l'Élysée, des services com de l'Élysée qui s'attendaient à beaucoup de choses, mais pas à celle-ci, qui disaient « ok, comment est-ce qu'on gère ce truc ?» et qui doivent, du coup, en fait, parce qu'ils ont mis eux-mêmes l'intimité de ces gens dans l'espace public, trouver une riposte... évidemment, alors ils essayent tout. On a quand même eu Brigitte Macron sur un JT de TF1 dire « je ne suis pas un homme », j'aime beaucoup. On a Emmanuel Macron, pareil sur TF1, le jour des droits de la femme, dire « quelle était votre plus grande blessure ? Les rumeurs sur ma femme ». Je dis « bon d'accord, ok ». Et on se retrouve maintenant, quand vous n'avez plus d'arguments, que vous sentez que ça ne prend pas, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites arrêter les types. Et donc ils ont fait arrêter, non pas Alain Soral et Xavier Poussard, pour des raisons qui nous échappent ou pas, mais le pauvre créateur de Zoé Sagan, qui était un compte parodique sur Twitter, qui du coup, évidemment, avait vu la chose, et enfin, comme l'abeille vers le miel, s'était dit, mais c'est merveilleux, parce que c'est quelqu'un qui fait de la satire et de la parodie sur toutes les intimités et les jeux de pouvoir au sein de nos élites. On se rappelle comme elle décrivait les soirées 3 MMC de Gabriel Attal et de Louis Jubelin. Moi, elle racontait des histoires d'amour que j'aurais eues avec les princesses Bourbon. Bon, bref, il nous apportait un peu de joie. On décide à 6h du mat d'envoyer la PJ parisienne, le faire arrêter, placer en garde à vue pendant 48 heures pour lui dire maintenant Coco, et évidemment de faire fermer ses comptes sur les réseaux sociaux. Tu vas payer pour l'œuvre collective de votre cher concitoyen. Donc on est vraiment dans une situation où entre ça, et on voit la continuité avec ce que je décrivais sur Stéphane Espic et le homard gonflable qui visiblement avait eu l'heure de déplaire aussi à Brigitte et Emmanuel Macron. Moi j'ai eu à défendre des citoyens de cet ordre, mais malheureusement par dizaines. Des dizaines de personnes qui avaient droit à des plaintes personnelles de Gérald Darmanin parce qu'il y avait une caricature qui a été postée en commentaire d'un post sur un groupe Facebook. Je veux dire, vous imaginez, vous êtes ministre de l'Intérieur et vous allez porter plainte au commissariat du 8e arrondissement parce qu'il y a une caricature qui vous a déplu sur un commentaire d'un post d'un groupe Facebook. C'est quand même un peu douloureux de voir dans quelle misère ces gens pataugent ou dans quel narcissisme poussé à l'extrême. C'est-à-dire qu'ils ont un ego qui est relativement fragile et qui devrait nous inquiéter, encore une fois, dans leur capacité à défendre nos intérêts. Donc, phase terminale à la fois psychique, personnelle, relationnelle, politique, économique et sociale, et donc la nécessité de provoquer une subversion qui ne peut passer si on rentre dans le jeu institutionnel, non pas par le droit, et ce que j'ai fait toutes ces années comme avocat, parce que non seulement c'est très usant, mais ils finissent par vouloir vous radier. Alors moi c'est extraordinaire, j'ai eu le droit à 170 pages de saisine disciplinaire aux fins de radiation définitive, notamment parce que j'avais utilisé une enveloppe noire dans mes correspondances avec un procureur, ce qui, je cite, serait de nature à être interprété comme une approche hostile et inquiétante. Et j'aime beaucoup parce qu'ils font de la littérature dans leurs initiatives, hostile et inquiétante. Et donc, quand on rentre à ce niveau de parodie très soviétique finalement, dans le rapport à l'oppression auquel on est confronté. Là, on parle de choses sérieuses, mais quand je dois sortir un intellectuel comme Kémy Séba, des géoles de la DGSI, où il encourait 30 ans de prison pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation parce qu'il fait des posts sur Facebook et qu'il organise des manifestations, je peux vous dire qu'au bout des 72 heures, quand on a enfin réussi à le sortir, alors qu'on lui avait promis la détention provisoire, on a respiré un bon coup. On a respiré un bon coup et cet homme n'a pu remettre les pieds en France. Donc il y a le drôle et il y a le moins drôle. Et il y a surtout la déduction que l'on doit en tirer, c'est-à-dire que si l'on souhaite la justice dans un monde comme le nôtre, il va nous falloir le pouvoir. Heureusement ou malheureusement, il va falloir que l'on cesse d'avoir des pudeurs de gazelle pour parodier mon ancien client Jean-Luc Mélenchon. Il va falloir qu'on s'organise de façon populaire et transversale par rapport au clivage artificiel qu'on a généré au sein de cette société, pour les sortir de là. Là, je ne parle pas seulement d'Emmanuel Macron et de ses ministres, mais de ceux qui les ont fabriqués et qui cherchent à tout prix à fabriquer les suivants pour se protéger, et à travers l'adoption des instruments que l'on décrivait, référendum d'initiative citoyenne et ainsi de suite, redonner au peuple la capacité
à prendre en main son destin et s'assurer qu'il ne soit pas utilisé à des fins malveillantes, parce que la France reste la 8e puissance mondiale, une puissance nucléaire, et est capable non seulement de faire beaucoup de mal à son propre peuple, mais aussi à d'autres populations, notamment si elle était impliquée dans les projets auxquels le promet Emmanuel Macron. Et peut-être que je finirai là-dessus. On a échappé à l'été 2023 à une guerre. Et cette guerre, c'était une guerre qu'Emmanuel Macron voulait organiser. Il avait créé une coalition diplomatique à cette fin contre l'État et la population la plus pauvre du monde. Cette population, c'est la population nigérienne. Au motif d'un coup d'État, c'est vrai que les Français n'aiment pas les coups d'État, on en a à peine financé encore récemment au Gabon, il avait décidé, en fait, pour reprendre le contrôle sur les ressources en uranium de ce pays, il avait décidé de créer une coalition internationale, un peu comme celle qu'il avait proposée à ce cher Benyamin Netanyahou pour commettre les massacres qu'il commettrait, mais cette fois au Niger. Et donc on se retrouve dans une situation où à force de jouer à des jeux dangereux, on finira un jour peut-être par se retrouver dans un embrayage similaire à celui qu'on a connu à la veille de la Première Guerre mondiale et de ne plus vraiment avoir de quoi rire. Et donc la nécessité de se préparer à la fois politiquement, à travers la constitution d'une force populaire, mais aussi à toute autre alternative, et notamment à la nécessité à un moment de rentrer dans un rapport de résistance face à ce régime, ne devient plus une question d'idées, mais une question de survie vitale pour nous et pour nos enfants. Et c'est là où les choses redeviennent sérieuses, et après la triste comédie du pouvoir que je viens de vous décrire, il faut que l'on commence à s'interroger sérieusement sur le rôle que l'on aura à jouer, chacun d'entre nous, alors vous en Suisse peut-être moins directement, quoique, à quel rôle on devra jouer justement pour éviter cette issue dramatique qu'ils nous promettent et qui sont prêts à tout pour nous infliger. Je pense que la constitution de mouvements populaires est essentielle. Je pense que les liens que l'on a tissés ces dernières années dans les luttes successives que l'on a eu à mener sur l'ensemble du territoire français, dans les Outre-mer, a permis d'établir une confiance relative entre nous, d'identifier ceux qui étaient là pour le pouvoir, ceux qui étaient là pour la notoriété, ceux qui étaient là pour l'argent, et ceux qui continuaient à être là, tout court, et qui continuaient en fait à s'engager, quel que soit le prix qu'ils avaient à payer. Mais si l'on ne s'organise pas rapidement, eh bien, ce sera la mort. Et je le dis avec légèreté, sans emphase, sans vous faire des discours de politiciens comme vous les connaissez, soit très rédigés, soit très théâtraux, avec une apparence de normalité, parce que c'est à mon sens la façon la plus saine de vous faire passer ce message et de vous rappeler quelque part à nos devoirs de citoyens et donc à la nécessité de s'organiser. Et donc je suis très heureux d'avoir eu ce moment pour échanger avec vous. On va, à partir de cet événement, commencer un tour de France qui nous amènera à rencontrer des gens sur l'ensemble du territoire pour essayer de comprendre quelles sont les forces qui sont déjà actives dans la préparation de cette lutte, voir avec qui on va travailler. J'ai pris une approche assez modeste qui consiste à aller voir d'abord ce que le système adore appeler les petits candidats. Des gens comme Jean Lassalle, comme Jacques Cheminade, les rencontrer déjà pour comprendre comment ils ont réussi à se présenter, qu'est-ce qui les a amenés à vouloir se présenter en ayant peu de chance d'y arriver, et quelle perspective ils pourraient dresser qui fasse que nous puissions nous appuyer sur leur expérience pour réussir là où ils avaient échoué. On a évidemment à côté, et c'est peut-être la chance que j'ai aujourd'hui, d'avoir eu une telle visibilité et un tel soutien aussi au sein du système oligarchique avant de m'en débrancher, qui continue à être préoccupé de nous et à considérer qu'ils sont dans l'obligation de parler de nous pour essayer de nous détruire. Parce que nous ignorer ne suffira pas. Donc il y a eu toutes les initiatives dont Maxime a parlé de façon pudique, mais je pense qu'on peut en parler clairement, les accusations de viol, d'agression sexuelle, d'homophobie, de complotisme en toutes sortes, d'instrumentalisation diverses de causes et ainsi de suite. C'est-à-dire que toutes les attaques réputationnelles et judiciaires qui ont pour objectif de vous éteindre, les tentatives de radiation du barreau et ainsi de suite, ça c'est la première phase. Enfin, c'est la deuxième phase, parce qu'elle suit la première qui consistait tout simplement à essayer de vous faire disparaître. Quand ils n'y arrivent pas, ils essayent de vous détruire, socialement, symboliquement. Et il y a ensuite la troisième phase qui est tout simplement la menace. La menace, la coercition, c'est ce qui m'est arrivé, et les opérations de barbouzerie, c'est ce qui m'est arrivé en Mauritanie, lorsque j'ai été enlevé par des agents des services de renseignement, cagoulé, menotté, envoyé à la Direction générale de la Sûreté nationale, donc la police politique du régime, et après 2 jours pendant lesquels l'Élysée n'était évidemment pas du tout informé de ce qui se passait, transféré au Sénégal, parce qu'évidemment le régime mauritanien se permettrait en pleine initiative de transférer un avocat français dans un pays où on le voulait arrêter
pour terrorisme, attentat et complot, parce que c'était le régime allié à Emmanuel Macron qui à l'époque dominait, que nous défendions des opposants. Donc cagoulé, envoyé menotter de l'autre côté de la rivière, du fleuve Sénégal, après avoir été amené à la capitale, à Nouakchott, et dans des pick-up banalisés, transférés jusqu'à me faire placer en détention, où ils espéraient se débarrasser de moi. Pas de chance, nous ne sommes pas eux. Et pas de chance, les gens sont sensibles au sort de personnes qui ont été du côté des plus vulnérables et du plus fragile de la société. Et le mouvement populaire qui se levait à ce moment-là pour me sauver et pour me sortir de cette prison où j'encourais la perpétuité, est ce qui a déterminé à la fois l'Élysée et à l'époque Macky Sall, le président du Sénégal, à me faire libérer par miracle, et à me permettre d'être aujourd'hui parmi vous. Et je me souviendrai toute ma vie du moment où, dans cette prison, où il y avait 250 prisonniers dans 50 mètres carrés, où ils ne pouvaient pas s'allonger. Lorsque l'une des personnes qui avait une radio est venue me voir au deuxième jour pour me dire « Ne t'inquiète pas, tu es sauvé », on vient d'entendre sur RFI que les Gilets jaunes avaient commencé à préparer une manifestation et annoncer une manifestation pour obtenir ta libération. C'est-à-dire qu'au Sénégal, ce qui semblait important pour un Sénégalais, ce n'était pas la déclaration d'un tel ou d'un tel, du barreau, ou ainsi de suite, c'était les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes comme expression dernière de ce que la France pouvait produire de plus universel, de plus digne et de plus représentatif du peuple. Et que dès le moment pour eux où les Gilets jaunes commençaient à se mobiliser, le peuple allait céder. C'était peut-être idéaliste ou romantique, mais la réalité, c'est que l'ensemble des efforts combinés de tous ceux qui, à ce moment-là, n'ont pas accepté l'inacceptable, m'a sauvé. Peut-être qu'il y aura d'autres obstacles à mesure que l'on gagne en puissance et à mesure que notre capacité à les inquiéter ne passe plus par notre capacité à publier ou à défendre des personnes qu'ils voudraient écraser, mais tout simplement à, effectivement, eux, les faire détenir, emprisonner et sortir du pouvoir dans lequel ils se sont installés. Eh bien, à ce moment-là, il faudra, d'une part, savoir qu'il vous appartiendra d'être à notre côté, et d'autre part, si jamais ils réussissaient, à prendre le relais. Parce que la force de ce que l'on essaye de construire, et c'est peut-être le mot de conclusion, elle repose sur le fait que nous sommes très nombreux et que tous les instruments que j'ai à ma disposition pour comprendre et me confronter à ces individus sont des instruments que je vous transmets en permanence, à travers ces conférences, à travers les livres, à travers les interventions sur les réseaux sociaux, et que cet immense effort de synthèse, de production, qui fait que je ne suis pas devenu un vulgaire trafiquant d'informations comme le sont les journalistes aujourd'hui en France, c'est-à-dire des gens qui utilisent les informations auxquelles ils ont accès pour en publier certaines et en garder d'autres afin de gagner du pouvoir. Ce sacrifice partiel que je fais a pour vocation de vous donner cette force, de vous donner cette capacité à conscientiser à votre tour un certain nombre d'autres individus et à un moment donné de vous retrouver en position de résistance et de prendre le relais sous une forme qu'il vous appartiendra de décider et dont on a essayé de théoriser et de mettre en... Donc, comment faire une guillotine? On a fait par exemple une liste de tous les endroits qu'il faudrait prendre dans le cas où une révolte populaire qui recueillerait l'assentiment de la majorité de la population intervenait en France. Et les moyens qu'il faudrait mettre en œuvre à cette fin. Et si je n'ai pas été arrêté, c'est pour une raison très simple en publiant cet ouvrage. C'est parce qu'il m'avait déjà fait un compromat. C'est parce qu'il m'avait déjà accusé de viol. Et qu'en fait, en m'accusant de viol, la dernière chose qu'il pouvait faire et qu'il devait faire, c'était de me politiser. C'est-à-dire de me poursuivre pour des raisons politiques et donc de démontrer qu'il y a une persécution et qu'il y a une réelle capacité à leur faire du mal. L'accusation de viol qui a été utilisée contre Julian Assange, qui a été utilisée contre Ousmane Sonko, donc cette personne qui dirigeait l'opposition sénégalaise que j'ai représentée et pour laquelle j'ai été emprisonné et qui aujourd'hui est devenue Premier ministre parce qu'elle a réussi à vaincre ces forces-là. L'accusation de viol, elle est excellente parce que d'une part, elle touche à quelque chose qui est évidemment au cœur de nos priorités, qui est la lutte contre la violence, quelle qu'elle soit, et en particulier la violence qui détruit l'intimité, qui détruit la capacité à aimer, c'est-à-dire exactement ce pourquoi on s'est engagé, et parce qu'elle dépolitise, et parce qu'elle effraie, et parce qu'elle isole, et parce qu'elle massacre. Et donc, à partir de l'expérience du passé et de l'instrumentalisation successive sur des dossiers aussi sensibles de cette question, on a vu naître une résistance qui est paradoxale et dangereuse, parce qu'elle peut ouvrir à l'impunité. Elle peut ouvrir à ce que des comportements réellement délictueux ou criminels puissent être acceptés par des forces sociales qui veulent le bien, et elle peut amener à une forme d'anomie qui est extraordinairement dangereuse. Et c'est à nous d'être très attentifs à trouver les bons équilibres
et à, sans laisser nos causes se faire voler par ces individus, résister à l'opprobre et à la manipulation qu'ils essayent de nous mettre en œuvre. Et ça, c'est un élément fondamental, et j'en finis cette fois réellement avant d'ouvrir aux questions. Quiconque pense lutter en s'appuyant sur les instruments du système est en fait en train de nourrir ce système. Quiconque lutte en s'appuyant pour se faire sur les informations qui sont produites par des organes oligarchiques ou par un système judiciaire qui est complètement à la main des personnes qui nous dominent, quiconque prend comme référence ces données-là pour s'attaquer à l'un des siens est en train de faire le jeu de l'ennemi. Il faut être particulièrement méfiant parce que par nature, ces instruments-là peuvent être à n'importe quel moment instrumentalisés pour être retournés contre nous. Et c'est une leçon que le féminisme, par exemple, avait compris dès les années 70. Il y a eu tous les grands mouvements féministes des années 70 ont marginalisé et isolé ce que l'on appelait le féminisme carcéral parce qu'elles voyaient bien que l'instrument pénal pouvait être détourné et le serait pour abattre ceux qui luttaient pour un certain nombre de causes, comme ça a été le cas notamment contre le mouvement des Black Panthers en Amérique du Nord. Et le problème, c'est que la mémoire des luttes est précaire. La mémoire des luttes est précaire parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on n'a pas d'institution, parce qu'on n'a pas le contrôle sur l'éducation qui fait qu'on peut transmettre notre expérience, notre histoire, les leçons qu'on en a tirées, et que eux l'ont. Et donc leur capacité à nous faire oublier, à très court délai, la façon dont un certain nombre d'instruments ont été utilisés et retournés contre nous, eh bien, leur permet d'asseoir leur pouvoir. Et c'est là où la fenêtre qui nous est ouverte avec les réseaux sociaux et ainsi de suite, les plateformes internationales qui ont que faire de l'orientation politique et pour un petit pays comme la France ou la Suisse, nous offrent une petite fenêtre. On ne sait pas combien de temps elle durera, elle est déjà manipulée, insuffisante, mais pour tenter d'avancer quelques pions et de résister et de survivre dans ce système oligarchique dans lequel nous sommes aujourd'hui insérés.